Youngblood que nous accueillons notre collaborateur Georges Leroux. Georges, bonsoir. Oui, bonsoir Patrick. Alors, chers auditeurs, vous souvenez-vous de Samuel Huntington, un chercheur américain qui, dans un essai qui avait été très discuté, je crois, il croyait, lui, pouvoir annoncer que la guerre entre l'islam et l'Occident était une guerre des civilisations. C'était en 93 et il a été conseiller du président Carter. Il proposait une analyse, en fait, assez dramatique là, des conflits de l'ère post-communiste. Grosso modo, selon lui, partout le sang coulait et allait couler sur les frontières de l'islam. En fait, c'était, à l'époque, 93, on était en pleine guerre de Bosnie et l'idée d'un axe musulman allant de l'Iran à l'Égypte paraissait évidente. Ces arguments à Huntington allaient tous dans le sens d'un durcissement du choc des civilisations. C'est là l'expression choc des civilisations. Et parmi les 7 civilisations recensées, c'était surtout l'islam qui était visé parce que les autres, on parle de la slave orthodoxe, chinoise, japonaise, hindoue et africaine, étaient un peu hors jeu, disons. Alors, oui, une thèse qui a reçu un accueil assez critique, Georges, et pourtant, comme beaucoup d'idées fausses, elle a la vie dure. Oui, c'est un peu ce que veut montrer Jean-Claude Guibault dans Le commencement d'un monde. Oui, alors Jean-Claude Guibault on le connaît bien, c'est un écrivain très très prolifique, un essayiste, je dirais, qui a un succès de lectorat extraordinaire. Il le doit, je pense, à une plume très claire. C'est un écrivain grand public, il faut dire ça aussi. Donc c'est assez rare que des gens qui font de la théorie politique trouvent leur lectorat et il faut lui reconnaître ce mérite-là. Et là, c'est en fait le dernier d'une série de livres. Il le présente comme la conclusion d'un cycle qui aurait été amorcé en 1995 par son livre La trahison des Lumières. En fait, on s'en rend compte ça fait plus d'une dizaine d'années, beaucoup de gens étaient dans ce thème que les Lumières, c'était une erreur, la modernité, programme inachevé. C'était la suite, en fait, plus j'y pense, des thèses de Habermas sur la défaite de la raison. On a proposé la raison à tout le monde, mais finalement, il y a bien des gens qui en veulent pas. Alors, cette idée, donc Guibault la réamorce, et pour lui, donc, les thèses de Huntington sont un peu le contre-modèle. C'est-à-dire, pour lui, il s'agit de réfuter ça définitivement. On n'est pas du tout dans un monde qui s'en va vers une fracture, appelons-la civilisationnelle. Donc, il n'y a pas de choc des civilisations. Pour Guibault, pas du tout, et il est très savant là-dessus, comme on va le voir. Il pense que les scénarios catastrophiques de ce genre-là, d'abord, il faut bien sûr les réfuter, mais surtout, ils sont très pernicieux, c'est-à-dire ils sont absolument nuisibles. Donc, le livre de Guibault, ça consiste à démarrer là où Huntington, d'après lui, fait une grande erreur. Et il s'attaque à son argumentaire, à tous ses arguments? Disons que, pour faire court, c'est un livre de 400 pages et je l'ai lu soigneusement. Guibault est honnête. Il passe en revue tous les arguments de Huntington. Il y en a une douzaine assez importants. Je vais en retenir 2, si vous voulez bien, pour le bénéfice de notre échange. D'abord, le premier argument qu'on trouve souvent chez les gens qui, comme Huntington, sont tentés par un affrontement civilisationnel, c'est un argument, appelons-le narcissique. Je m'explique. Ça veut dire l'Occident serait entré dans une phase de déclin moral, spirituel, et donc il créerait, pour cette raison, une rivalité avec tous ceux qui sont à la périphérie, à l'extérieur, et qui entreraient en compétition avec notre déficit moral. C'est comme si on s'était posé, en fin de compte, comme étant les champions d'une rationalité supérieure qui induirait chez nous une moralité à toute épreuve, le fait qu'on ait la science, la technique et tout, et donc qu'on soit les champions de la raison. Et toutes les autres morales deviendraient menaçantes. Exact. Du coup, les autres nous regardent aller et en gros disent à l'Occident, votre affaire semble un petit peu périlleuse, vous semblez pas être à la hauteur de ce que vous prêchez. Alors ça, c'est le premier argument. C'est une défaillance finalement qui rend possible la rébellion des autres. La vengeance des cultures particulières viendrait de là. Le deuxième argument qu'on voit chez Huntington, c'est que les identités deviendraient aujourd'hui non négociables. Alors ça, je trouve que c'est un argument très intéressant qui est très difficile à réfuter. En gros, si vous êtes, disons, pakistanais,
ce que vous n'êtes pas, bien sûr, malgré votre nom. Et si j'ose dire, vous êtes aussi britannique. On pourrait dire vous êtes à moitié pakistanais, à moitié britannique. Vous l'acceptez, bien sûr. Mais si vous êtes musulman et que vous vivez en terre chrétienne, ou inversement, on peut pas dire vous êtes à moitié chrétien, à moitié musulman. Dès que les identités sont captées par des civilisations et à l'intérieur des civilisations par des identités religieuses, elles deviennent radicales, elles deviennent non négociables. Selon Huntington et ceux qui le suivent, nous entrons dans un monde où ces identités donc non négociables deviennent des rivaux, entrent dans une situation de choc, et donc là, il y a une fragmentation qui est irréparable. Alors, quels sont les arguments que Guilbeault propose pour contrer ceux de Huntington? Alors, Guilbeault connaît très bien le dossier. D'abord, je tiens à dire... c'est très rare, pour moi, je suis un peu arrogant en disant ça, mais ça m'arrive rarement de souligner plus les bas de page que le texte. Et dans ce cas-ci, les bas de page sont très nourris. C'est-à-dire que on rencontre dans le dossier de Guilbeault énormément d'auteurs, des écrivains pakistanais. Vous allez dire, j'ai quelque chose avec le Pakistan ce soir, mais c'est que les Pakistanais sont très, très importants dans ce livre-là, pour la raison qu'on sait, à cause évidemment de leur présence dans le djihad islamique mondial et surtout leur présence dans la diaspora britannique. Mais on reviendra là-dessus, si on a le temps. Mais donc, je reviens au dossier de Guilbeault. Il est très documenté. Guilbeault est très documenté. Il faut dire que c'est un journaliste. Oui, donc c'est un excellent journaliste. Il fait un très bon travail. Et donc, pour lui, d'abord, il n'est pas vrai du tout que les États-nations montrent aujourd'hui une réelle faiblesse. Au contraire, dit-il, les guerres ne sont pas le fait de civilisation, pas du tout. Les guerres demeurent le fait des États ou de coalitions d'États. Ce sont des guerres étatiques, ce sont avant des toute guerres, chose. C'est ça, des guerres politiques, si vous voulez. Et donc, les civilisations demeurent des agents assez flous dans l'analyse qu'on peut faire politiquement du cours du monde actuel. Bon, cet argument-là, je le dis très franchement, je suis pas un expert, mais ne me convainc pas complètement. Je vais dire tout de suite pourquoi. C'est que si on veut réfuter le choc des civilisations dans le cas particulier de l'islam, alors il faut avoir ce que Guilbeault semble pas voir très bien, une doctrine très claire du djihad islamique mondialisé, c'est-à-dire de l'idée que cette guerre que mène disons, l'islamisme radical transnational, c'est-à-dire celui qui est à la fois actif en Algérie et pour être cohérent au Pakistan, eh bien, ce djihad, il n'est pas étatique, on se comprend. On aurait tort de penser par exemple qu'il est saoudien. Si ce djihad existe, et s'il est l'ennemi qu'avait en tête Huntington en disant qu'il est désormais notre face-à-face frontal, eh bien, il faut dire un peu plus concernant la réalité, la puissance des nations. Donc, ce premier argument de Guilbeault est plutôt faible. Oui, c'est-à-dire qu'il c'est pas assez développé. En revanche, son deuxième argument me semble beaucoup plus intéressant, et là, comme philosophe, j'ai été très intéressé par ça, par l'idée que les civilisations ne sont pas des entités statiques. Il n'y a rien de pire, vous savez, en histoire, et on est bien placé pour le savoir, que le défaut que nous appelons l'essentialisme. Alors, je m'explique, c'est un mot très simple. Ça consiste à dire que les civilisations ont des essences, qu'elles sont, en d'autres mots, figées dans disons, une structure, une catégorie de valeurs. Je vais donner un exemple très simple. Le judaïsme, comme religion et comme culture, ce serait la loi. Le christianisme, ce serait la charité, et ainsi de suite. Cette idée que les civilisations sont des entités statiques relève, et Guilbeault a raison de le signaler, d'une vision qui est fixiste, qui est réductrice, et elle est contredite par l'évolution qui nous fait voir, aujourd'hui particulièrement, des transformations très rapides, des échanges, je dirais, abondants. Prenons l'exemple de la Chine, qui n'est pas son sujet principal, mais qu'il discute à plusieurs reprises dans son livre. C'était 500 dernières années, une civilisation, entre guillemets, qui évoluait de manière très très lente. Mais qui aujourd'hui pourrait nier que la Chine est quelque chose, un phénomène qui nous échappe et qui est en tout cas, très certainement qu'il est impossible de réduire à une essence. Et qu'elle est passée à une vitesse supérieure. En tout cas,
bienvenue à ceux qui croient pouvoir dire ce qu'est la Chine, parce qu'on pouvait peut-être le dire il y a 100 ans, mais pas aujourd'hui. Donc les civilisations changent. Les civilisations changent. Ce ne sont pas des concepts qui sont fixes, et ça, je trouve que c'est un très très bon argument de Guilbeault, et donc ça lui permet de dire que les arguments comme ceux de Huntington, en fait, ne résistent pas à une bonne théorie de la civilisation. Ce serait intéressant dans un livre comme celui-là, mais bon, il faut s'arrêter à un moment donné, mais je le dis quand même, de faire intervenir d'autres théoriciens de la civilisation. Vous savez, le plus grand au XXe siècle, ça a été Spengler. Au début du siècle, qui a influencé, je dirais, tout le pessimisme allemand, le déclin de l'Occident. C'est le grand livre. Si on n'a pas lu ce livre-là, on comprend pas d'où Huntington vient. Huntington n'est pas le premier à dire qu'on est engagé dans une guerre. Il est le premier à dire que l'Occident a désormais un ennemi absolument décidé à l'abattre. En fait, donc il faut encore parler du choc des civilisations. C'est-à-dire qu'il faut parler de l'identité civilisationnelle, c'est ce que nous sommes, ce que sont les autres, et essayer de voir si ça résiste à la différence. Et c'est là que nous trouvons la grande thèse de ce livre, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai fait que présenter que des arguments généraux. Attaquons la thèse. Attaquons la thèse. Alors, non, mais Guilbeault a quand même une bonne idée de sa démonstration. Pour lui, contrairement à ce qu'affirme Huntington, je le cite, si la violence menace, ce n'est pas parce que les différences se renforcent, comme dit Huntington, mais au contraire, parce que la ressemblance progresse. Oh, ça oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire en d'autres mots que si vous avez de la crispation, par exemple, dans une certaine frange du monde islamique, un islamisme militant devenant chaque jour plus militant, ce n'est pas parce que l'islam est franchement différent et veut conserver ses différences et ainsi de suite, c'est parce que partout, en sous-œuvre, si j'ose dire, dans tous les domaines et sur tous les registres où la civilisation occidentale se diffuse, en particulier la technologie, eh bien, la ressemblance progresse. Et c'est ce qui créerait la tension. C'est ce qui crée la tension. Pourquoi? Parce que quand cette ressemblance, cette homogénéité, on peut être peut-être un petit peu plus précis, apparaît comme l'horizon incontournable de toutes les civilisations, certaines d'entre elles, certaines sociétés, ou certains théoriciens, ou certains doctrinaires, certains religieux, ont ce moment je dirais, d'intense nervosité où on se dit, mais est-ce que je suis en train de tout perdre? Est-ce que je suis en train, en d'autres mots, de perdre ce qui m'a toujours défini dans le rythme lent des siècles? Alors, on voit pas ça en Chine dans le moment, mais Guilbeault attire notre attention, il y a en Chine, ça m'a beaucoup intéressé, des mouvements néo-confucianistes, c'est-à-dire des mouvements où la Chine traditionnelle cherche à retrouver un moment, sa culture ancienne, pour résister à son américanisation galopante. Il ne s'agit pas de dire qui va gagner. Il s'agit de voir des phénomènes de rééquilibrage, des phénomènes de tension qui sont beaucoup plus réels que des phénomènes d'affrontement de civilisation. Mais qui sont dus à finalement une occidentalisation de ces autres civilisations, entre guillemets. Disons que là, on est au cœur de l'affaire. Si on veut vraiment comprendre Guilbeault, puis j'aimerais tellement l'avoir en face de moi, je le connais bien par ailleurs, je l'aime beaucoup, ce que j'aimerais lui demander, c'est ceci. C'est que, ou bien l'Occident, c'est-à-dire nous sommes vraiment perturbés par, disons, le grand chaos de la culture mondiale actuelle, avec tous ces échanges dans tous les domaines, que ça va de la musique à la culture matérielle, la technique et ainsi de suite. Et nous nous posons la question de savoir si ce qui nous a définis comme dominateurs dans les régimes coloniaux, dans l'histoire coloniale, dans la décolonisation, et nous définit encore comme dominateurs en raison du pouvoir de la technique, si nous croyons que ce pouvoir-là, qui est la définition même de l'Occident, est un pouvoir universel qui va durer. Bon. Ça, c'est la thèse forte de l'universel occidental. Si nous acceptons, en revanche, de nous laisser déstabiliser par la considération de la différence. C'est-à-dire, il existe des façons hautes de vivre. Il existe d'autres rythmes. Il existe des contestations de l'omniprésence de la raison.
il existe aussi des manières de vivre autrement que dans le capitalisme effréné, qui est la conséquence de l'introduction de la rationalité instrumentale dans nos sociétés. Alors, quelle serait la bonne attitude? Bon, si je lis bien Guilbeault. Quelle est sa réponse? Oui, c'est-à-dire que... vous devez vous risquer parce qu'il n'est pas là. Oui, non, mais j'essaie de le comprendre. À mon avis, Guilbeault est un grand humaniste. C'est un homme qui est attentif aux échanges, et donc je fais l'hypothèse qu'il accepte un certain degré de déstabilisation de l'hégémonie occidentale. Mais je ne peux pas m'empêcher, dans son livre, de voir partout la prégnance de ce modèle occidental comme étant un modèle qui va, en quelque sorte, entre guillemets, triompher. C'est-à-dire que, au bout du compte, en d'autres mots, il y aura toujours une suprématie de la rationalité technique, de ses conséquences technologiques, de la métaphysique qui vient avec, c'est-à-dire notre considération du monde comme étant un monde désacralisé. Bon. Mais êtes-vous en train de dire, Georges, que c'est cet optimisme qui l'habite, qui va, ou plutôt en fait, c'est ce qui nourrit son optimisme? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est optimiste. Que son chauvinisme, c'est peut-être pas le bon mot, mais que son chauvinisme occidental nourrit son optimisme. Non, il aimerait certainement pas qu'on dise qu'il est chauvin parce que le livre est rempli, et il faut lui rendre hommage pour ça, de considération sur tous les aspects des cultures autres. J'ai appris là-dedans tant de choses sur la littérature indienne, sur plein de choses. Donc, c'est pas du tout chauvin. Seulement, au bout du compte, il y a un principe qui est à l'œuvre, et d'ailleurs à plusieurs reprises il y revient, qui est en gros le principe suivant. Si vous êtes, par exemple, je donne un exemple vraiment extrême, qui est l'exemple, disons, des Iraniens. Vous êtes un Iranien très très convaincu sur le plan religieux, imprégné du chiisme, très proche de la grande culture coranique, donc que le chiisme a donc créé sur la terre de l'Iran, mais qu'en même temps vous êtes occidentalisé par le règne de la technique, la bombe, le nucléaire, l'ordinateur, l'informatique et tout. Guilbeault nous dit la plus grande erreur de tous les, entre guillemets, fondamentalistes appartenant à d'autres cultures, c'est de croire qu'ils peuvent importer la technique occidentale tout en protégeant leur culture. D'après lui, c'est l'illusion suprême. Est-ce qu'il a raison? Il utilise une métaphore que j'aime énormément. En fait, il l'emprunte à un penseur que j'aime aussi beaucoup, qui est Pierre Legendre. C'est comme si vous prenez une structure biologique, le code va s'imprégner en vous. Il y a comme une structure moléculaire qui finalement va agencer la reproduction du vivant dans laquelle vous vous engagez. Alors, l'exemple iranien est bon, on peut le multiplier. Pour lui, en d'autres mots, vous ne pouvez pas flirter avec l'Occident sans qu'il y ait des conséquences. Excusez-moi de le dire aussi platement que ça. Si vous allez vers la technique, vous allez importer le scientisme occidental, le capitalisme occidental, la rationalité occidentale, et ça va finir par faire son chemin. Alors, les choses vont se métisser. Alors, bon, c'est vrai que son sous-titre, qui donc est vers une modernité métisse, personnellement, je le trouve un peu difficile à saisir. Est-ce que le métissage pourrait vouloir dire en effet que toutes les cultures différentes qui ont été refoulées par le colonialisme et qui aujourd'hui font retour dans la revendication de leur particularité, c'est le mouvement que nous on connaît bien dans nos études, qui s'appelle le post-colonialisme, eh bien que toutes ces différences vont du même coup être imprégnées, recevoir le design, le code génétique finalement, de la culture occidentale. Est-ce que ça c'est un métissage? Écoutez, mais il parle des rencontres, il oppose finalement au choc des civilisations, la rencontre des civilisations et cette nouvelle modernité métissée. C'est vrai. Ça vous laisse sceptique, Georges? C'est-à-dire que disons que je comprends cette partie de la thèse qui consiste à dire nous ne sommes pas dans un affrontement civilisationnel.
moi non plus, je perçois pas ça. Je suis sensible aussi à sa description du chaos monde, c'est-à-dire que même l'expression chaos monde, qui est une expression de crise finalement, on la vit tous les jours, on la vit aujourd'hui, hein, il n'y a pas de circonstance meilleure pour en parler que la circonstance du délabrement du capitalisme mondial dont nous sommes témoins actuellement, la débandade de nos montages normatifs, le lien humain est expérimenté. Il a une phrase que j'aimerais citer, je la trouve formidable, elle est très très inspirée de la pensée de Pierre Legendre, je le cite: « Le management généralisé expérimente la casse du lien humain ». Très belle phrase. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on est dans une civilisation du management généralisé de tout, hein, de l'industrie culturelle à l'industrie du gène, mais on ne sait plus très bien quelles pourraient être les conséquences sur le plan éthique, et ça peut être très risqué. Mais je cherche à répondre à votre question. Même si je suis d'accord avec la description, même si je suis d'accord avec la critique du modèle de Huntington, est-ce que pour autant je pense que nous allons vers un métissage généralisé? Personnellement, sur le plan philosophique, je demeure encore un peu hegelien. Je veux dire par là que j'accorde de l'importance, comme Charles Taylor, comme d'autres, à la particularité. Je crois que nous avons besoin pour vivre d'environnements signifiants où nous reconnaissons, où nous sommes reconnus dans une certaine particularité. Les grands centres urbains qui détruisent ces particularités en introduisant tout est de la cuisine fusion, en quelque sorte. Ce que nous mangeons, ce que nous écoutons, ce que nous vivons, même les gens avec qui nous vivons entrent en fusion, si j'ose dire. Alors, eh bien, la question se pose de savoir si le monde entier est prêt à ça. Hein. Il y a de très très belles analyses dans le livre de Guilbeault du Japon. Vous savez, l'ère Meiji, qui a été donc l'ouverture du Japon au monde occidental, a introduit par la suite une réplique terrible, comme une secousse sismique contre l'Occident. Guilbeault pense que tous ces phénomènes de réverbération, de secousse, d'avancée suivie de repli sont des phénomènes quasi naturels dans l'évolution d'une civilisation planétaire qui s'en va vers toujours plus d'unité. Disons que je suis un peu sceptique vis-à-vis cette vision un peu lyrique du tout est dans tout. Si l'avenir chante de cette manière-là, mon Dieu, je crains personnellement, mais peut-être c'est parce que je suis musulman dans le fond. C'est-à-dire que vous comprenez, c'est une façon de m'exprimer, mais ça veut dire que, comme les musulmans, je crois qu'il y a quelque chose dans la communauté particulière, et dans la communauté particulière, il y a une raison de vivre qui ne peut pas être fondue sans conséquence dans un melting pot métis complet, si rationnel et si beau soit-il. C'était Le commencement d'un monde, commenté par Georges Leroux. Le commencement d'un monde chez Seuil, signé Jean-Claude Guilbeault. Georges Leroux, merci beaucoup pour cette analyse. Merci. Mon cher Georges Leroux, vous, je connais la réponse, mais les auditeurs, je pourrais adresser en fait la question aux auditeurs. Pensez-vous, comme Mario Dumont, qu'il y a un complot des multiculturalistes montréalais pour enlever les sapins de Noël des écoles? Si oui, eh bien le livre dont va vous parler Georges Leroux pourrait vous rendre service. Voici en effet un essai assez décapant sur la peur de l'autre, sur les peurs de l'Occident en contexte de mondialisation. On parle du dernier essai de Tzvetan Todorov, qui donc vient de faire paraître La peur des barbares. On pourrait peut-être rappeler un peu qui est ce Tzvetan Todorov. Je le connais peu, moi, mais il est important. Oui, Tzvetan Todorov a une œuvre... c'est rare qu'on peut dire ça de quelqu'un. Hein. Il a vraiment une œuvre. C'est quelqu'un qui était très connu déjà à la fin des années 60, au début des années 70. C'est un Bulgare qui connaissait très très bien la tradition russe. Et donc qui est arrivé en France à la même époque que, par exemple, Julia Kristeva, qui est sa compatriote, et qui avait été l'élève de Jacobson, donc qui connaissait très très bien la théorie du roman, la théorie du récit. À l'époque, vous savez, tout était dans l'approche par les signes. C'était la grande époque de la sémiotique.
Et donc, Todorov s'est imposé comme un éminent spécialiste de la théorie du langage. Et puis, il a fait beaucoup de livres, énormément de travail sur les récits. Et puis, il s'est éloigné un peu de ça. Il a pris une distance par rapport au formalisme et il a fait un livre où il a exposé de manière autobiographique son retournement. Il s'est aperçu que ce formalisme très sec, qui était dans l'air du temps, c'est-à-dire qui niait la réalité de la subjectivité, la possibilité qu'un auteur soit véritablement derrière ce qu'il écrit. On était en quelque sorte prisonnier de la maison du langage. Il s'est donc repris en adoptant une posture qui, depuis, est la sienne, c'est-à-dire celle d'un humaniste. C'est-à-dire, il a redonné toutes ses lettres de noblesse, non seulement à l'idée d'auteur, il a écrit sur plusieurs écrivains, de peintres, il a fait des livres absolument admirables sur la peinture hollandaise et la domesticité. C'est parmi les préférés. Éloge du quotidien, je trouve que c'est un livre qui est vraiment une merveille. C'est un livre sur la peinture vraiment des intérieurs hollandais. Mm-hmm. Et donc depuis les dernières années, c'est un homme donc qui a vieilli, qui a une maturité. Il s'intéresse de plus en plus à cette idée donc de la crise de la culture occidentale. Et le livre qu'il nous amène aujourd'hui, La peur des barbares, c'est un livre qui porte sur ça. Maintenant, qui sont les barbares? Alors, évidemment, les barbares sont toujours ceux qu'on a en face de nous. C'est-à-dire, c'est pas l'autre, finalement, ça aurait pu s'intituler La peur de l'autre. C'est pas nous-mêmes. Et donc, il faut les définir. Et pour Todorov, qui observe très finement la situation européenne, il voit bien que la peur des barbares, c'est une peur qui s'alimente d'un grand imaginaire. Alors, lui, il voit 3 groupes de pays dans le moment. Et c'est comme ça que son livre commence. D'abord, il y a les pays de l'appétit, c'est-à-dire les pays qui réclament leur place au banquet des riches et qui ont de bonnes chances de nous en déloger et d'y prendre leur place. Alors, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Bref, des pays qui sont peut-être moins souffrants que d'autres, mais qui nous déplacent et qui nous font peur un peu, mais qu'on n'a pas tendance à regarder trop comme des barbares. Enfin, on pourrait peut-être faire une petite exception pour certaines choses russes, mais pour le reste, non. Alors, à côté d'eux, il y a les pays du ressentiment. Alors, évidemment, c'est ceux-là qui nous font peur un peu, peut-être plus même, sont les pays musulmans, qui sont animés par, il fait une analyse que je partage d'ailleurs, par un sentiment d'humiliation. D'abord, depuis la chute du califat, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une perte du sentiment identitaire dans ces pays-là. Il y a un renoncement à l'idée que ces pays-là vont s'unifier, comme on le leur avait promis, hein, les accords Sykes-Picot. Et donc, c'est une longue histoire qui se développe jusqu'au 11 septembre et qui fait que dans ces pays, dans le moment, il y a du ressentiment. Il y a un vif sentiment d'humiliation. Enfin, le 3e groupe, c'est le nôtre. C'est les pays qui ont peur. C'est-à-dire qui ont des privilèges, des acquis, de la richesse, de la prospérité. Enfin, moins depuis quelques jours, là. Mais quand même, qui ont tout ce qu'il faut pour survivre et qui tout d'un coup voient arriver ces gens qui sont en colère et qui se demandent, mais dans quel sens et comment est-ce que ça va se retourner contre nous? Voilà le point de départ donc d'une analyse qui est une analyse de la passion sociale, une analyse qui est très riche. Hein, c'est un livre qui est d'une extraordinaire richesse et qui nous montre qu'en fait les autres sont des barbares quand nous avons décidé de les réprimer. C'est-à-dire que nous leur donnons des qualités, en fait des prédicats plus exactement, quand nous jugeons que notre répression qu'on va exercer à leur endroit est justifiée. Et ça, on le voit donc dans l'islamophobie qui est croissante aujourd'hui en Occident. En fait, c'est la civilisation, ou celle qui se prétend civilisation, qui s'oppose à cette barbarie, ou ce qu'elle prétend être une barbarie. C'est finalement, c'est la civilisation qui affronte la barbarie. C'est-à-dire que ce conflit de la civilisation et de la barbarie, c'est un des grands mérites de ce livre. C'est de nous inviter à penser les concepts de civilisation et de barbarie toujours au singulier, jamais au pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la civilisation, c'est une caractéristique morale qui peut être à plusieurs degrés dans diverses cultures. La barbarie, c'est la même chose. Il n'y a pas les barbares et les civilisations comme la civilisation occidentale de l'autre côté. La civilisation, en fait,
ce qui se détache de la barbarie, c'est une idée qui est très ancienne. Todorov connaît bien l'histoire. Vous savez, le mot barbare nous vient des Grecs. Barbare, ça veut dire ceux qui ne peuvent pas dire baba en grec. Donc ils sont bredouillants. Ils ne peuvent même pas amorcer 2 syllabes grecques. Alors Hérodote, Platon se sont moqués des barbares. Ils les ont décrits comme transgressant les lois les plus fondamentales de l'humanité. Par exemple, ils sont incestueux. Ils ne connaissent pas la pudeur. Ils sont animaux, ils vivent en tribus isolées, mais surtout ils sont violents. C'est-à-dire que le barbare par essence, c'est le Go et le Visigoth. C'est-à-dire celui que dans nos manuels scolaires, on voit arriver les longs cheveux, les selles de cuir et qui défonce et il va faire des choses terribles. Et donc c'est effectivement... Il est violent par définition. Il est violent par définition, il va massacrer. Et la définition en fait... Et voilà pourquoi on a peur. Voilà pourquoi on a peur, exactement. Et la définition donc de ce barbare, Todorov la propose, c'est la négation de l'humanité. C'est-à-dire que le barbare, c'est celui chez qui on voit un refus, si vous voulez, de l'humanité de l'autre. Ce n'est pas le sauvage. Parce que le sauvage, c'est l'Indien, l'autochtone, tel qu'on l'a trouvé et qu'on respecte dans sa sauvagerie. Il va évoluer vers nous, mais il n'est pas engagé dans un processus de négation de nous. La barbarie, le barbare, c'est celui donc qui est en face de nous. Alors, pour Todorov, la civilisation, c'est donc évidemment le contraire de la barbarie, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est moral, c'est quelque chose qui peut émerger à divers degrés dans la culture. C'est quelque chose qui va vers l'universalité. Il cite Montesquieu, j'aime beaucoup ça, j'aime toujours lire Montesquieu. Je trouve que Montesquieu dit très très bien ces choses-là, c'est-à-dire que Montesquieu avait décrit au XVIIIe siècle l'émergence de ces traits, de cette harmonie des cultures qui sont par définition plurielles. Vous êtes né dans une culture, un tel est né dans une autre, et leur comparaison est quelque chose que nous ne pouvons pas instaurer avec des principes qui sont clairs. On ne pourrait pas dire, par exemple, je sais pas moi, que la société française est très supérieure à la société allemande ou qu'elle est très supérieure à la société brésilienne. Les cultures premières, pour parler comme Fernand Dumont, sont des terreaux fondamentaux où nous naissons et les comparer est a priori inaccessible à l'esprit. Alors que on peut pas juger des cultures. C'est la thèse de Todorov. Vous allez voir, il y a quelques petites difficultés là-dessus. Mais on ne peut pas juger des cultures premières. Ce qu'on peut juger dans une culture, c'est sa participation à l'idée de la civilisation, c'est-à-dire ce qu'elle incorpore des idéaux universels de la civilisation, comme par exemple les droits de la personne ou des caractéristiques de ce genre. Donc, est-ce qu'elle est empreinte de cette morale? Oui, est-ce qu'elle accepte, disons, le cheminement universel vers l'expérience morale, effectivement. Oui, c'est une bonne façon de dire les choses. De ce point de vue-là, on pourrait dire que Todorov est très très proche, c'est une famille d'esprit, sincèrement, c'est la même famille que Charles Taylor, c'est la même famille qu'Axel Honneth, c'est la même famille que tous les penseurs qui valorisent la pluralité des cultures. On ne peut pas penser à réduire les cultures. Les cultures sont plurielles par essence, elles doivent le demeurer, mais au sein de chacune, la civilisation peut croître. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, donc comment il faut comprendre la civilisation, là, pour résumer? Eh bien, la civilisation, c'est le détachement qu'opère une culture de la barbarie, c'est-à-dire c'est la reconnaissance donc de la pleine humanité de tous les autres. Et d'ailleurs, la première caractéristique que va lui donner Todorov, et qui me semble admirable dans son livre, c'est le respect de la pluralité en son sein. Une culture qui est civilisée, c'est une culture qui accepte à l'intérieur d'elle, en quelque sorte, en cohabitation avec son identité fondamentale, la pluralité. Vous vous êtes moqué un peu de la déclaration de Mario Dumont. Vous avez raison, je partage un peu c'est un peu une détresse que j'ai en entendant Mario Dumont se moquer donc de la pluralité. On sent chez lui cette peur de l'autre. Eh bien, cette peur de l'autre, a priori, elle ne peut pas nourrir la civilisation en nous. Car la civilisation en nous, c'est ce qui accepte la croissance de cette pluralité et qui va faire concourir la pluralité, donc, à notre évolution vers la diversité et la civilisation. Vous savez, il y a une chose très très intéressante dans ce livre.
Bon, je l'ai dit, c'est un usage un peu singulier du mot civilisation, parce que vous et moi, nous sommes habitués à dire les civilisations, l'histoire des civilisations, la civilisation byzantine, la civilisation médiévale et tout. Bon, cet usage-là, sans être faux, pour Todorov, nous égare, parce qu'il ouvre la porte à une thèse qu'il veut réfuter absolument, c'est la thèse du choc et de la guerre des civilisations. Il le dit très très simplement, les civilisations ne peuvent pas se faire la guerre. Les guerres se font entre interlocuteurs ou ennemis politiques, économiques. Les civilisations, elles, ou les cultures, encore une fois, qui produisent de l'universel civilisé, car toutes en produisent à divers degrés, les civilisations ne peuvent pas se faire la guerre en tant que telles. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant. C'est quelque chose qui est neuf dans son livre, une culture qui favorise la distance, la réflexion, le détachement, par définition, va favoriser la liberté. Et en favorisant la liberté, elle va approfondir l'héritage, appelons-le civilisationnel, depuis le début de la civilisation, mais ça commence bien avant les Grecs, hein, dans les toutes premières sociétés. Et ça nous amène à quelque chose qui, chez Todorov, est très beau aussi, c'est que les civilisations, la civilisation donc et les cultures, eh bien, ce n'est pas et ce ne peut pas être uniquement les œuvres. On va dire les civilisations, c'est les cathédrales gothiques, on va dire la civilisation européenne, c'est Bach, Mozart, Goethe, et ainsi de suite. Pour lui, ça, c'est quelque chose qui, bon, est sans doute inévitable. On voit les œuvres d'abord dans une culture, et le degré de civilisation de cette culture se marque à la qualité, à la quantité des œuvres que la culture fournit à la civilisation. Exemple, la contribution française ou allemande. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Oui, bien sûr que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire, parce que c'est à la fois ce qu'il y a de plus accessible et ce qui se diffuse le plus. Mais c'est pas suffisant pour lui, ça c'est intéressant. Non, c'est pas du tout suffisant pour lui, parce que pour lui, ce qui compte, c'est ce que ces œuvres vont donner à une culture donnée, à une culture particulière, chaque fois particulière, pour intégrer et approfondir en elle-même, donc, cet ancrage dans le réflexe civilisé, c'est-à-dire ne pas être barbare. Et donc, c'est évident que on ne peut, c'est sa conclusion, en fait, pour la première partie de son livre, on ne peut juger que la barbarie. C'est-à-dire que quand vous voyez de la barbarie chez votre interlocuteur, vous dites, ça c'est pas civilisé. Mais vous ne pouvez pas dire, cette culture est barbare ou cette culture est uniquement de la barbarie, car toutes les cultures, évidemment, sont... Vous savez, ce qui a produit le nazisme, c'est une réflexion qu'on fait toujours, c'est Bach, Mozart, Schubert, c'est-à-dire c'est la culture allemande. Personne ne va dire Schubert est la raison du nazisme, ce serait une aberration. Mais on ne peut pas s'enlever de la tête que c'est une culture particulière qui a néanmoins accepté ce glissement vers la barbarie, qui a donc en quelque sorte régressé à un état terrible. Et cette distinction donc trouve dans ce genre d'exemple une sorte de légitimité. Donc, conclusion de la première partie, on ne peut pas juger la barbarie. En fait, on ne peut juger que la barbarie et jamais les cultures. Jamais les cultures. Maintenant, il y a combien de parties comme ça? Il y en a 3-4. Mais il y en a une qui m'intéresse moins, c'est celle qui concerne l'identité européenne. En fait, quand on arrive à la partie suivante, sur les identités collectives, son questionnement devient évidemment tout à fait logique. Il se demande si on ne peut pas juger les cultures, on doit donc accepter, compte tenu de leur évolution, de leur transformation historique, etc., qu'elles sont toujours mélangées en transformation, hein, c'est-à-dire métissées au sens où vous l'avez dit il y a juste un instant. L'essentialisme pour une culture, c'est l'illusion la pire. L'illusion la pire, c'est de dire que, par exemple, l'Occident, c'est la liberté, ou l'islam, c'est la soumission et la domination, ou le judaïsme, c'est la loi, et ainsi de suite. Non, ces choses-là, il faut s'abstenir absolument de les faire, et il montre, par exemple, il y a un passage absolument délicieux de son livre sur un missionnaire dominicain qui accompagnait les conquérants espagnols, le dominicain Diego Duran, qui se disait, il faut que je leur passe le christianisme. Et il était très très certain, en quelque sorte, de la vérité du christianisme et de la domination de la culture européenne de l'époque. Et pour le faire, il va falloir étudier la culture de l'autre, étudier la culture de ces autochtones et de ces Amérindiens. En l'étudiant,
il va s'apercevoir, comme le grand Las Casas l'avait fait aussi, que les Amérindiens ont une culture, entre guillemets, aussi parfaite dans sa cohérence, dans sa rigueur, dans sa légitimité, que la culture européenne, et qu'elle n'a pas, par ailleurs, le réflexe meurtrier et conquérant que les Espagnols manifestent à l'époque. Las Casas et Diego Durán sont des icônes, comme vous savez, de l'autochtonie amérindienne. Pourquoi? Parce que ce sont des héros qui ont mis en quelque sorte en position instable le point de vue du conquérant. Alors ça, c'est assez important, cette réflexion sur les identités comme étant toujours en transformation, toujours en quelque sorte mobilisé vers la différence, et c'est important. Et c'est ça qui l'amène à une critique très très sévère, mais vraiment très bienvenue, de la guerre des mondes. C'est-à-dire de l'idée dans laquelle l'Europe et l'Amérique sont en train de s'installer suite au livre très influent. Il faut le reconnaître, hein, c'est un livre influent. D'ailleurs, je le reconnais moi-même parce que je vois que ce livre, le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, intervient dans, je dirais, 7/8 des livres qui s'intéressent aujourd'hui aux questions de culture et de mondialisation. Oh, on en parlait il y a quelques semaines. On en parlait il y a quelques semaines. Il est partout, ce livre. Sauf que Todorov pense... Donc, lui critique cette thèse de Huntington. Ah, complètement. Pour lui, les explications culturelles ou religieuses des conflits sont toujours suspectes. C'est-à-dire, elles servent l'intérêt de ceux qui les promeuvent. Ces théories servent des intérêts toujours donc particuliers parce qu'elles ont recours à des stéréotypes du genre orientaliste, l'islam est inférieur, les gens qui sont islamiques ont pas de raison, ils sont irrationnels par essence, et ainsi de suite. Alors que, dit Todorov, et le chapitre de son livre qui est consacré à ça est remarquable parce qu'il repasse presque tous les exemples récents, il nous montre que ce qui serait important, au contraire, c'est d'analyser comment nous avons placé nous-mêmes ces interlocuteurs qui sont nos frères dans une situation de ressentiment. Nous passons notre temps à les humilier. Alors, par exemple, la crise des caricatures. Hein, vous vous rappelez les caricatures du prophète Mahomet, le journal danois. Eh bien, Todorov représente une voix tout à fait unique dans ce débat-là, puisqu'il nous dit que c'était pas judicieux de les publier. Il pense même que les gens qui invoquent la liberté d'expression pour défendre la publication des caricatures se placent explicitement dans une situation de provocation et condamnent les autres en disant « Ah, vous n'êtes pas pour ça, donc vous êtes dans une position de censure ». Pour lui, non mais c'est vrai, on est tous prisonniers. Ou vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit. Oui, exactement. Ce qui nous renvoie encore à la critique et au jugement. Et qui nous renvoie à la critique. Alors moi, je vous invite à lire très sérieusement ce chapitre-là, en particulier non seulement la partie sur les caricatures, mais la partie sur Theo Van Gogh et Ihsan Ali. Vous savez, cette jeune Somalienne qui vit maintenant en exil aux États-Unis et qui a dénoncé la soumission des femmes en islam. Bon. Todorov prend une distance un peu surprenante. Moi, j'ai tendance à la soutenir, Ali. Todorov dit, soyons prudents, c'est jamais en utilisant des options qu'on pourrait appeler frontales, c'est-à-dire des options de confrontation, qu'on va obtenir un résultat éclairé dans une situation où nous devons évoluer ensemble. Je ne sais pas très bien quoi penser de ça, faut que je sois franc, mais je tiens à dire sa position. Sa position, c'est que Ihsan Ali et même Theo Van Gogh et d'autres, et les caricatures danoises, c'est trop frontal. Il l'écrit, la stigmatisation n'est jamais une bonne pédagogie. Bon. Nous appartenons de l'autre côté. Nous sommes du côté de Charlie Hebdo, Libération. Nous aurions sans doute publié les caricatures. Je vous demande pas ce que vous pensez, mais sans doute est-ce que moi je les aurais publiées. J'ai écrit d'ailleurs sur ça et j'étais plutôt en soutien. Quand j'entends Todorov, qui est quelqu'un que je respecte, dire je suis pas toujours partisan de ce qu'il appelle righteous indignation, c'est-à-dire l'indignation vertueuse, l'indignation bien pensante. Sincèrement, il me donne à réfléchir. Dit autrement, il m'incite à la précaution. Est-ce qu'on est, oui ou non, dans une situation de dialogue avec une culture qu'il est tout dans notre intérêt de traiter de barbare, d'accord? Et quand nous publions ces caricatures et que nous provoquons la barbarie, c'est-à-dire les incendies de l'ambassade du Danemark et des choses comme ça, eh bien, nous disons, voilà ce qu'ils sont, ils le montrent, ils viennent de nous le démontrer. Mais nous nous sommes mis dans une situation où nous les avons en quelque sorte conduits à faire ça. Alors, ce très beau livre, donc, a une mission, il est inspiré, je dirais, par l'idée d'une tâche spécifique pour la culture européenne
à savoir de profiter de son identité plurielle, qui est réelle aujourd'hui. Parce que l'Europe, vous savez, se modifie beaucoup. Chaque jour, les capitales se modifient par la pluralité pour lutter contre l'intolérance. Il y a des conséquences politiques immédiates. Todorov pense, par exemple, c'est un message peut-être pour ses amis américains, que les troupes en Irak et en Afghanistan, ça nous concerne Canadiens, devraient absolument être retirées, que les prisons illégales et les camps de torture, évidemment, devraient être fermés, et que un État palestinien qui est le détonateur de toutes ces crises-là, un État palestinien viable, que si Obama peut faire quelque chose, tant mieux. Enfin, dernière recommandation qui nous ramène au début de votre propos, promouvoir une culture de pluralité et d'ouverture. C'est-à-dire promouvoir pas une culture moraliste adressée aux autres, pas une culture des sapins de Noël qu'il faut à tout prix, vous comprenez, préserver. Bien sûr qu'on va les préserver, les sapins de Noël, mais on va les préserver d'autant plus, d'accord, qu'on stigmatise pas l'autre. Et de ce point de vue-là, je crois que Todorov contribue à ce qu'on pourrait appeler une véritable éducation à la civilisation. C'est un livre vraiment important. Et puis je tiens à dire une chose, c'est qu'il est écrit avec une clarté exemplaire. Donc c'est un très très bel essai. La peur des barbares de Tzvetan Todorov chez Robert Laffont. Merci Georges Leroux, philosophe, pour ce très beau compte-rendu. Merci à vous. Georges Leroux, bonsoir. Oui, bonsoir Patrick. Vous êtes philosophe, écrivain et professeur au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal et heureux collaborateur, je l'espère. L'avenir nous le dira. Je suis très content de venir pousser quelques idées avec vous. En tout cas, on vous souhaite d'être heureux. On est ici pour ça. Oui, pour parler d'essais, puisque vous en lisez beaucoup, et vous nous présentez ce soir l'essai de Youssef Courbage et Emmanuel Todd intitulé « Le rendez-vous des civilisations ». Déjà, le titre est intriguant, Georges Leroux, puisqu'on parle beaucoup du choc des civilisations, et eux transforment ça en rendez-vous des civilisations. Alors, c'est une thèse tout à fait qui va à contre-courant. C'est ça qui est vraiment provoquant et fascinant dans leur livre. Vous savez, après le 11 septembre, il y a eu énormément d'essais sur la séparation radicale entre l'islam et l'Occident. L'idée étant que l'Occident serait le pays des Lumières, le pays de la liberté, le pays de la démocratie, et que l'islam serait un pays, on pourrait dire, condamné à être archaïque. Pas un pays, une culture affligeant en quelque sorte plusieurs pays. Puisque l'islam c'est gigantesque, ça va de l'Indonésie évidemment jusqu'au Maghreb. Alors cette idée est devenue chez certains théoriciens une thèse, en particulier après la publication du livre très controversé d'un Américain qui s'appelle Samuel Huntington. Huntington a cru pouvoir démontrer sur la base de toutes sortes d'indices, mais surtout sur la base d'une lecture du Coran, que l'islam était en quelque sorte non soluble dans la modernité. Il n'y avait pas de possibilité, quand on était musulman, d'accepter la modernisation de la société. Alors pour lui, on s'en allait vers un choc frontal, et c'est l'idée de choc donc qui a été tout à fait le cœur de son propos, puisque c'est d'abord le titre de son livre. Qui allait faire se rencontrer donc un monde moderne et un monde archaïque. Exact. On les avait pas vus venir. En fait, tout se passait comme si l'Occident, disons les pays de l'Ouest, avait été obnubilé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'affrontement avec le communisme. Donc ça cachait en quelque sorte l'islam qui était une réaction souterraine, un mouvement de liberté dans beaucoup de pays musulmans. Et quand le communisme est tombé, avec 89, le mur de Berlin, tout ça, on est arrivé à une époque où l'islam est devenu tout d'un coup visible. Et le choc a été évidemment le 11 septembre. Et puis il y a eu ensuite une cascade d'événements, la crise des caricatures, le fait que tous les pays musulmans se sont enflammés quand on s'est mis à se moquer du prophète, et que là beaucoup de gens se sont crispés, on dit mais vous voyez bien, ces gens-là ne sont pas capables d'entrer dans le monde de la liberté d'expression, puisqu'ils peuvent même pas accepter. Bon. Il y a un dialogue, en tout cas tendu, lorsque dialogue il y a. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il faut dire la vérité. On fait pas beaucoup d'efforts, ni de notre côté, ni de l'autre. Alors, que font Courbage et Todd? Alors, Todd, c'est un gigantesque historien qui a une œuvre derrière lui qui est immense et qui a beaucoup travaillé sur l'Europe. Et son idée est la suivante, c'est de dire, laissons de côté les stéréotypes, c'est-à-dire laissons de côté des approches nuageuses, regardons les faits. Et quels sont les faits? Les faits sont les suivants, c'est que probablement
l'islam a 30, 40, peut-être 50 années de retard sur les grands mouvements occidentaux, mais la plupart des pays musulmans nous donnent, dit-il, chiffre à l'appui, la preuve qu'ils sont engagés dans le même mouvement qui va les conduire à l'acceptation de la modernité. Alors, quels sont ces indicateurs? C'est ça l'intérêt du livre, parce que le livre, en fin de compte, est très, très, très documenté. Les indicateurs sont les suivants. D'abord et avant tout, bien sûr, l'alphabétisation. Est-ce que les femmes apprennent à lire? Est-ce qu'elles apprennent à écrire? Et qu'est-ce qui se passe quand elles apprennent à lire et à écrire? Quand il y a de l'alphabétisation dans un pays, on peut mesurer ça. Beaucoup d'organismes, d'ailleurs, ne font que ça, mesurer les croissances des taux d'alphabétisation dans les pays en voie de développement, et même dans les nôtres, parce qu'on n'est pas parfait. On peut voir que l'alphabétisation est suivie dans un délai mesurable, et c'est ça qui est très important, par une chute des naissances. La fécondité des femmes, en d'autres mots, fait en sorte que on voit que les familles deviennent de moins en moins nombreuses, et donc là, eux, ce qu'ils vont faire, parce qu'il est lié, Todd, dans ce livre-là, avec un remarquable démographe qui s'appelle Youssef Courbage, et ils vont mesurer l'écart qui sépare en années. Si on mesure, par exemple, qu'en 1953, il y a X taux d'alphabétisation, et puis que 14 ans plus tard, on observe des chutes dans la natalité, ils vont introduire une corrélation. Donc, c'est des sciences humaines appliquées à des facteurs culturels. Bon. Ce qui est Alors donc évidemment, alphabétisation, c'est l'accès au marché du travail, oui. Et donc à partir de là, évidemment, moins de temps à consacrer à la famille. Moins de temps consacré à la famille, plus de temps évidemment pour s'éduquer, comme vous le dites bien, plus de temps aussi en s'éduquant pour avoir accès à l'information internationale. L'Internet est là, le génie, les technologies et tout, et surtout pour les filles, la possibilité donc d'aller à l'école et de poursuivre des études supérieures. Alors, cette idée avait déjà été en Europe avancée déjà par le grand Condorcet au XVIIIe siècle, mais une fois qu'on a calculé les écarts, ça amène les auteurs à une thèse qui, évidemment, à prime abord paraît un petit peu déconcertante, c'est que, en fait, l'islam radical, le djihadisme, l'islamisme, si vous voulez, ne serait pour eux, n'est à leurs yeux qu'un phénomène de surface. C'est-à-dire que les gens, en d'autres mots, qui nous paraissent à nous tellement archaïques dans l'utilisation de la violence, mais surtout dans l'oppression des femmes, dans le désir de réintroduire la religion dans la communauté, c'est en fait, d'après eux, une réaction de compensation en face d'une force profonde, souterraine mais profonde, qui amène donc ces sociétés vers l'acceptation de la modernité. Eux étant les essayistes. Eux étant les essayistes. Alors, ils comprennent ça de cette manière. Ça veut dire que islam et islamisme, ça on le sait déjà, c'est pas la même chose, mais l'islamisme est pas un phénomène durable de l'islam. C'est pas comme une conséquence d'une sorte d'essence, vous savez, transcendantale de ceux qui suivent le Coran. Pas du tout. C'est un phénomène historique. C'est une réaction, finalement. C'est une réaction, c'est une compensation, exactement. Et donc, évidemment, ils regardent des pays où c'est plus avancé, l'Algérie par exemple, puis des pays qui nous inquiètent tous. Par exemple, ces temps-ci, avec l'assassinat de Benazir Bhutto, on a tous les yeux tournés vers le Pakistan. Pour Todd, c'est clair que le Pakistan est au tout début du processus, parce que l'alphabétisation est très, très faible et le taux de naissance très élevé. Donc, eux, ils sont à peine entrés dans la spirale qui conduit vers la modernité, alors que d'autres, la Turquie, l'Algérie, en sortent. Mais ceci nous amène à un point qui est évidemment crucial dans toutes les analyses de ces phénomènes-là, c'est est-ce que c'est pas, quand on fait ce genre d'analyse, sous-estimer la force de la religion dans la culture? Parce que bon, si vous êtes musulman, supposons que vous et moi nous le sommes, nous allons nous interroger, nous allons nous dire, est-ce que vraiment l'islam est en quelque sorte menacé en son essence? Est-ce que l'islam a une influence dans l'évolution vers la modernité? Est-ce qu'elle a une place, finalement? Est-ce qu'elle a une place, exactement? Il y a un rôle à jouer. Un vrai rôle à jouer. Or, on observe que dans toutes les sociétés que les anthropologues appellent chaudes, c'est-à-dire les sociétés où le lien social est très dense, le tissé serré, vous savez, la communauté, l'ancien village canadien-français, et ainsi de suite, la religion est un grand ferment social, et surtout, la religion favorise la natalité. Toutes les religions universalistes ont tendance à favoriser la reproduction et à avoir des morales qui sont
plutôt coercitive, sinon prohibitionniste, par rapport à la contraception. Il faut attendre les premières sociétés qui vont être sécularisées, la France en particulier au XVIIIe siècle, pour voir apparaître des sociétés où le lien social va accepter de se fragiliser, réduire les familles, et on le justifie en disant, mais vous savez, de toute façon, il n'y a pas telle chose que cette autorité transcendante, ce Dieu qui exige la famille, qui exige la reproduction, et ainsi de suite. Bon. Est-ce que c'est une loi, appelons-la comme ça, aussi puissante, aussi déterminante que la précédente? C'est-à-dire, on a vu que pour eux, la corrélation entre alphabétisation et chute du taux des naissances est quelque chose qui est observable depuis le XVIIIe siècle. Est-ce que la relation entre la sécularisation, dit autrement la disparition de la croyance, pour le dire simplement, et aussi la chute du taux des naissances est une loi aussi forte? D'après eux, oui. C'est-à-dire que d'après eux... C'est ce que conclut Youssef Courbage et Emmanuel Todd. Donc. Exact. C'est une équation à 3 entrées. c'est pas très compliqué quand on y pense. Il faut les 3 pour que la modernité fasse son travail. Il faut une sécularisation réelle, il faut une alphabétisation croissante et il faut une natalité, disons, contrôlée. Et si vous n'avez pas ça, vous allez chuter dans l'archaïsme. Le problème, c'est que en islam, dans les pays musulmans, même dans des pays, je dirais, qui sont très avancés sur le plan de l'alphabétisation, comme l'Iran, où il y a une grande pléthore d'ingénieurs, la Turquie, et ainsi de suite, l'islam religieux est encore très vivant. Alors, la question qu'ils doivent se poser, c'est à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette puissance de la religion musulmane si elle n'accompagne pas dans son déclin les 2 autres facteurs? Oui, finalement, si elle se rebelle de l'équation mathématique. Exact. Alors, les meilleurs observateurs de l'islam contemporain remarquent que l'islam religieux est en croissance. Le ramadan n'a jamais été aussi universellement respecté. Le jeûne, vous savez, le pèlerinage à la Mecque est de plus en plus fréquenté. Les musulmans, même dans les villes occidentales, cherchent à faire leurs prières de plus en plus aussi, leurs ablutions rituelles. Bon, et ça aussi, c'est mesuré. Et c'est mesuré, bien entendu. La croissance des mosquées, on a vraiment un ensemble d'indicateurs qui nous montrent que l'islam, sur le plan culturel, est très vivant, très prégnant. C'est tout le contraire de ce qui se passe pour nous, si j'ose dire, entre guillemets, nous, dans les sociétés chrétiennes de culture, où la pratique religieuse est désastreuse. Les chiffres sont très parlant, nous n'avons plus pratiquement de pratique religieuse, nous n'avons plus de clergé et nous ne savons pas à très brève échéance ce que va représenter la vie religieuse dans nos sociétés. Nos cultures, en d'autres mots, sont désertées de l'intérieur par la religion. Alors, comment expliquer ça? À quoi attribuer ce phénomène-là? D'après Todd, parce que c'est important pour un savant d'avoir une bonne interprétation des facteurs résistants, c'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne la situation. Le facteur résistant, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la théorie. Oui, celui qui s'oppose à la théorie. Ben, ça serait intéressant pour lui d'observer qu'il y a, avec l'alphabétisation croissante et la chute du taux de naissance, qu'il y a aussi une chute des indicateurs observables dans la pratique religieuse. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Alors ils ont réfléchi à la question. Ils ont réfléchi à la question. Ils ont, par exemple, commenté beaucoup l'exemple de Ben Laden. Ben Laden, c'est un ingénieur. Tous ces gens-là, c'était des savants, Atta et tous les autres, des gens qui avaient fait des études en Allemagne, c'était des gens donc, qui avaient accepté la modernité, oui, très scolarisés, et qui néanmoins avaient des comportements que nous jugeons irrationnels. Leur violence est absolument atypique, et surtout, ce qui
scandalise et qu'on doit expliquer, c'est que cette violence est justifiée à partir de la croyance religieuse. C'est au nom du djihad, c'est-à-dire de la guerre sainte, de la reconquête des territoires saints, mais surtout de la reconquête de la pureté et de l'austérité morale en terre musulmane, que le djihad est mené. On instrumentalise finalement la foi et la pratique. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? C'est ça qu'on aimerait savoir. Mais donc, ils ont risqué quoi comme réponse? Alors, d'après eux, Courbage et Todd. D'après eux, les familles actuellement, en islam maghrébin en particulier, en Arabie saoudite, où il y a cette autorité patriarcale, endogame, donc très 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 centrée sur la figure du père, c'est cette structure sociale qui actuellement, selon eux, fait résistance au passage à la modernité. C'est cette structure sociale qui fait en sorte que les pères, plus exactement, donc les chefs de clan en particulier, on voit ça en Afghanistan, c'est très très net, les seigneurs de la guerre, investissent la religion islamique comme dernier rempart pour bloquer cette modernité. Todd remarque, par exemple, je pense que c'est une remarque qui est tout à fait fondée, que dans ces familles, il y a une obsession de la pudeur, un contrôle des femmes, et ainsi de suite. Donc, on peut penser que leur exaltation mystique de l'image de Dieu va de pair avec leur désir de protéger le pouvoir patrilinéaire, le pouvoir de l'endogamie. Alors, voyez, ils ont une hypothèse assez forte, passionnante, et documentée, vous l'avez dit. Très documentée. Ça est quantifié. Très documentée, mais encore une fois, très discutable. Parce que c'est ce qui est le propre d'une théorie. C'est le propre d'une théorie, oui, c'est ça. Mes vieux professeurs disaient que ce qu'ils aimaient le mieux le matin en se levant, c'était de renoncer à une hypothèse pour aller vers une autre. C'était pas très encourageant pour apprendre la démonstration qu'ils allaient nous soumettre, parce qu'elle allait être différente le lendemain. Mais il faut quand même reconnaître qu'on a là des hypothèses qui sont tout à fait neuves. Et dans les livres que je lis sur l'islam, parce que j'en lis beaucoup, c'est un des meilleurs que j'ai lus depuis très très longtemps. C'est donc le rendez-vous des civilisations, édité chez Seuil par Youssef Courbage et Emmanuel Todd. Merci beaucoup, Georges Leroux. Merci à vous.